Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 57 du Brap Show, peut-être le dernier épisode de l'année, mais qui vous est proposé comme toujours par MGT Design et MGT Design Racewear. Et donc pour les demandes de kit déco un petit peu tardives avant Noël, c'est @mgtdesign-mx sur Instagram. Et la tenue assortie ou pas, c'est @mgtdesign-racewear. On a eu un retour de Donovan qui avait gagné la tenue MGT Design Racewear par le concours. Et il a dit que vraiment c'était nickel. Sur la petite Stark qu'il a essayé a priori il y a maintenant 2 semaines, il a dit que c'était top. Donc n'attendez plus, commandez votre tenue. Et les petits lutins de chez MGT Design Racewear feront de leur mieux pour pouvoir vous l'apporter dès Noël. Nous, on va parler championnat du monde de Supercross, quand même un petit bilan après 4 ans, un petit cycle olympique. Il y a eu quand même des évolutions. On va parler évidemment de la finale aussi, parce qu'il y a eu lieu ce week-end, du championnat du monde de Supercross. Puis on a quand même eu quelques petites nouvelles du côté américain, notamment, je ne sais pas si tu as vu, mais je pense que oui, Clément, mais il y a eu le Media Day et Dylan Ferrandis qui parlait pour la première fois devant les médias de la Ducati. Et autant dire que c'est encore mieux qu'une nouvelle meuf, quoi. Vraiment, là, il est amoureux, mais comme Jaja, plus que la Honda, plus que tout. Ça a l'air sensationnel, donc on verra comment ça va se traduire ensuite au niveau des courses 2026. Bon, à mes côtés, vous le connaissez, Mister Brap, la sensation TikTok, 14 000 abonnés sur TikTok. Il y en a eu quelques-uns qui se sont échappés, mais quand même pas autant. On est toujours à 17 000, les gars. 17 000, ça a repris les lives TikTok pour les tenues ou pas? Ouais, doucement, mais ça a repris quand même. Voilà, donc si vous voulez voir un petit peu les coulisses des créations de déco MGT Design, de temps en temps sur TikTok, vous pouvez peut-être tomber sur un live. Après, si vous vous abonnez tout simplement à Mister Brap, vous aurez la petite notif quand il passe en live. Et comme ça, vous pourrez voir tout de suite comment est-ce que ces merveilleuses décos sont créées. Clément, belle bataille déjà pour la finale du championnat du monde de Supercross. Savachi a tout donné. Savachi n'a pas gagné, mais j'ai envie de dire que même s'il commençait déjà pendant l'interview sur le podium à dire « Ouais, je commence déjà à réfléchir à ce que j'aurais dû faire mieux, patati patata », moi je trouve qu'en vrai, il n'a pas tellement de reproches à se faire parce qu'il s'est donné à son maximum et il a juste été battu. Mais il n'a pas fait d'erreur bête ou... Tu vois, il n'a pas roulé à son maximum. La pression n'a pas semblé l'empêcher, tu vois, de donner tout ce qu'il avait. Et après, voilà, il a affronté Jason Anderson, qui est quand même champion US en 250, champion US en 450, qui a gagné 14 courses en 450, je crois, dans sa carrière en SX. Donc, sur le papier, quand même, Jason Anderson, même s'il venait de changer de moto, était quand même un peu meilleur. Et voilà, c'était pas un petit adversaire qu'il avait en face de lui. Non, c'est sûr. Non, ils m'ont régalé là. Moi, c'est typiquement le course que j'adore. Le genre de course que j'adore. Et surtout, tu vois, j'ai la conclusion sur ce qu'on disait la dernière fois, SX de Paris. Est-ce qu'on veut voir des grands noms? Est-ce que des pilotes de second rang plutôt, mais qui se battent, etc. Et clairement, c'est ça en fait. Tu vois, c'est que là, il n'y avait pas de grands noms. Je m'entends, hein, parce qu'effectivement, il y a bien Jason Anderson, mais c'est vrai qu'on est peut-être plus sur des pilotes de second rang qui joueront pas le titre en SX US, mais qui là, en tout cas, se sont arsouillés comme des fous et ça m'a régalé. Et surtout, effectivement, je suis content pour le Savachi parce que j'avais toujours 2017 en tête. Moi, perso, lui, il a peut-être déjà oublié, il est peut-être déjà passé à autre chose, mais c'est vrai que moi, je l'avais encore en tête et j'attendais de sa part, justement, que ce soit différent parce que même contexte, quand même, 3 pilotes qui se sont séparés d'un point, même chose qu'en 2017. Et il était en meilleure posture en 2017 et il a flanché. Cette année, il avait quand même un petit gain un petit point, je pense, au niveau de la vitesse par rapport à Anderson, tu vois, et Craig sur les épreuves précédentes. Donc, il avait ce petit avantage, on va dire, et de confiance. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas maintenant qu'il faut craquer. Mais effectivement, on a Anderson qui était survolté, déterminé, qui avait la dalle et qui s'est pas laissé faire. De toute façon, c'était sûr. Mais les gars, et c'est resté propre. Bon, il y a eu 2-3 contacts, tu vois, mais c'est resté propre entre les deux. Et je suis content de voir ça de Savachi parce que quand on entendait les interviews d'Anderson, justement, enfin, tu voyais qu'il disait ouais, on peut être pote en dehors de la piste, mais sur la piste, je roule que pour moi, quoi. Et tu vois, moi, quand j'entends ce genre de phrase, j'ai envie de dire, mais Savachi va lui mettre un
putain de bloc pass, quoi, en fait, là, tu vois, arrête d'être trop gentil. Et il y a plein de fois où, en fait, il aurait pu justement y aller, en tout cas sur les courses précédentes, la première, la deuxième et peut-être les semaines précédentes, où il aurait pu y aller et un peu plus franco, tu vois, et s'imposer, en fait, comme il l'a fait là, sorti des whoops, boum, il allait le sortir, tu vois. Pareil, après l'enchaînement, avant de repasser sur la ligne de départ, il y allait, il l'a mis dans les bottes de paille. Voilà, là, il y allait agressif comme Anderson, en fait, il serait allé sur lui, surtout, tu vois. Donc il s'est mis au même niveau que lui. Un tout petit peu un tout petit peu en dessous quand même, avec un peu plus de retenue. On voit que c'est quand même pas les deux mêmes caractères, tu vois. Mais je suis content parce que il a réagi face à ce qu'Anderson il a fait. Parce que quand il l'a sorti après les whoops, Anderson, mais c'est un malade, frère. Il est sorti, il s'est fait sortir de ce virage-là. Il est passé derrière la botte de paille. L'autre, il est revenu, il a tracé dans l'intérieur. Là, tu sais, quand ils ont enroulé la bosse, et rien à faire, quoi. Si je dois lui prendre la roue avant, et là, tu vois Savati, genre, mais je me suis dit dans sa tête, ouais, qu'est-ce qu'il fait, lui? Je viens de le sortir, en fait, tu vois. Est-ce que pour toi c'est légal ce qu'il fait Anderson là? Parce qu'il prend quand même de l'élan depuis en dehors de la piste pour aller s'intégrer, enfin s'infiltrer dans l'intérieur. Je pense que s'il sort pas de la piste, il n'a pas forcément le même angle en entrant dans le virage et il peut peut-être pas aussi facilement se faufiler. Moi j'ai trouvé que c'était limite. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait mettre une sanction là-dessus ou quoi, mais quand j'ai vu, je me suis dit, je sais pas quoi. Tu vois, genre, je trouve que ça pose interrogation. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu limite. C'est vrai que s'il n'était pas sorti de la piste, il n'aurait pas forcément pu rentrer avec cet angle-là. Mais je pense que de la façon dont il y allait, il aurait trouvé la place quoi qu'il arrive en fait pour aller s'y faufiler. Vraiment, quand je l'ai vu arriver, je fais mais c'est vraiment un fou quoi. Parce que là, je veux dire, Savati, il est un temps en avance, tu vois. Et ils se prennent, ils s'arrachent tous les deux, quoi, tu vois. Et ouais, il y allait à fond comme ça. Et du coup, ouais, je suis content quand même de Savati. Je suis assez fier de lui, même si je pense que il se serait pas mis court sur le dernier enchaînement là, avant l'avant-dernier virage. Ça aurait pu y aller. Bon, ça aurait fait boum là, je pense, mais ça aurait pu y aller et l'histoire aurait été belle pour lui de finir avec un gros boom, tu vois, un payback pour un ancien pilote Husqvarna peut-être. Tu penses qu'il aurait fait une Zach Osborne du coup s'il s'était pas mis court sur le dernier double? Ouais, je pense que ça aurait tapé là parce que ils arrivent quand même avec de la vitesse dans cet enchaînement-là et on a vu même quand Anderson l'a doublé sur cet enchaînement-là en croisant d'ailleurs les trajectoires, ça c'est beau quand il part d'un côté et que ça croise et qu'il va mettre le bloc pass derrière. Tu vois que le bloc pass qu'il met, il monte en haut du virage, tu vois, il arrive sur la fin du virage et il monte tout en haut. Et je pense qu'il monte pas tout en haut parce qu'il veut monter tout en haut, c'est qu'avec la vitesse à laquelle il arrive et l'angle, il a pas le choix pour négocier son virage, il est obligé d'utiliser toute la piste. Donc là, je pense qu'il serait allé utiliser toute la piste et qu'il se serait posé sur lui. Peut-être que ça aurait été les deux par terre, peut-être que Anderson ou peut-être que lui, mais s'il était un peu en retard. Mais ouais, c'est dommage qu'il se mette un peu court parce que dans ce dernier tour-là, il avait bien recollé parce que à l'entame du dernier tour, il était un peu loin. Et au final, il a pu justement quand même tenter quelque chose dans l'avant-dernier virage. Donc c'est un peu dommage, mais c'est vrai que non, je suis fier de lui parce qu'il a pas démérité. Il s'est donné jusqu'au bout. Il s'est mis au niveau d'Anderson avec son niveau d'agressivité parce qu'on sait que, tu vois, même les commentaires, pour le coup, j'ai bien aimé. Là, il mettait un peu l'ambiance, tu vois. Je trouve que c'était mieux que les autres fois. Et puis, il disait qu'il avait jamais vu Savacci comme ça, peut-être jamais de sa vie. Et ouais, j'étais assez d'accord avec lui. On n'a jamais vu un Savacci comme ça. Et même les semaines précédentes, on était là, vas-y, Savacci, là, énerve-toi un peu. Tu vois, t'es trop gentil avec eux. Et en fait, ça te coûte parce qu'il y a des fois, Anderson, justement, il est moins rapide, mais en étant plus agressif. Déjà, je pense que c'est un peu comme un Barcia. Quand il est derrière toi, quand même, tu te chies un peu dessus. Parce que tu te dis à tout moment, il saute dans un intérieur, tu vois. Quand il fait l'erreur, Savacci, typique, c'est ça, quoi. Il vient de le redoubler, il sait qu'il est juste derrière lui. Il a sauté, du coup, non, c'était pas le Dragon Back, mais ça faisait un petit double, je crois, à ce moment-là, avant le quart de tour à droite, quand il repasse sur la ligne de départ. Sur la largeur et que du coup devant les mécanos là il y a un petit double et ce quart de tour à droite là à un moment donné il était juste derrière et du coup il saute dans l'intérieur et tu sais du coup il enroule un peu les deux premières de l'enchaînement et c'est là qu'Anderson il saute sur le côté, il va en dehors de la piste et tout. Là voilà, tu sais très bien qu'il allait dans l'intérieur, c'est pas ce qu'il voulait faire, mais il se dit si je vais dans l'extérieur, l'autre il va sauter dans l'intérieur, encore une fois il va me découper comme on l'a vu faire justement après que je l'ai sorti après les whoops. Donc ouais, je pense que c'était pas évident avec Anderson comme ça derrière lui, mais voilà, il a été agressif comme il fallait et ça s'est joué à pas grand chose, c'est dommage. Ouais, c'est fou parce que pour un petit championnat, après je sais pas combien il y a à gagner en termes de monnaie pour les pilotes et pour le champion, mais que ce soit Savacci ou Anderson, pour un championnat qui n'est quand même pas un championnat majeur pour eux, même si ça reste le championnat du monde, c'est loin d'être le plus important de l'année pour l'un comme pour l'autre. Après, Savacci, c'est quand même un peu le seul championnat qui peut gagner de l'année, donc je comprends qu'il se donne à fond pour le faire, parce qu'il n'est pas souvent dans la position du vainqueur, surtout à ce stade de sa carrière. Mais j'ai trouvé que les deux, vraiment, ils se donnaient à fond.
comme limite un peu plus que ce à quoi je m'attendais, tu vois. Surtout en fait quand j'ai vu les erreurs d'Anderson et qui se dit pas, oh, faut quand même que je fasse attention. Là, as l'impression qu'il jouait le titre US ou n'importe quel autre titre en fait. La glissade qu'il fait à l'atterrissage du triple et il fait quand même le double. Il perd l'avant dans le dernier tour, juste avant le petit pain de sucre avant les mécanos. Il saute en dehors de la piste comme tu en as parlé dans l'enchaînement qui suit le long des tribunes. Là. Il saute en dehors de la piste mais il ralentit de rien du tout. Il re-rentre sans même vraiment regarder où est-ce que... Alors après, en tant que pilote, tu sais à peu près quelle distance tu avais avec Craig qui est derrière. Donc quand tu sors, tu sais qu'il n'est pas tout de suite derrière toi et que tu peux remonter, mais il retourne sur la piste sur le côté, il est sorti à droite de la piste, il remonte dessus, puis après il va chercher tout à gauche pour aller pour ouvrir son virage et jamais il jette un coup d'œil, genre est-ce que Craig il m'a vraiment rattrapé ou pas, tu vois, il en avait rien à faire de la vie presque, j'ai envie de dire. Il était là pour gagner le titre et c'est clair que ça faisait plaisir à voir. Et je te rejoins aussi sur les commentaires. J'ai trouvé que c'était mieux et ça me fait un pincement au cœur parce que c'était mieux, mais peut-être parce que Ralph était pas là. Ni Ralph ni Jeff étaient là ce week-end. C'était Daniel Blair qui faisait ce qu'ils appellent le play-by-play et le mec de Gypsy Tales qui faisait l'analyste. Et lui d'ailleurs, par contre, j'ai trouvé que c'était un bon choix parce que déjà quand tu regardes ses vidéos et ses podcasts, il a une voix à passer à la télé en fait, je trouve, avec sa grosse voix là et c'est genre non mais il a une voix qui est faite pour être entendue, j'ai envie de dire presque, tu vois. Donc le fait qu'il soit au commentaire d'une course limite après je pense qu'il manque d'expérience et c'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça, mais il devrait inverser les rôles, tu vois, où c'est Jace de Gypsy Tales qui fait les annonces ce qu'ils appellent le play-by-play et Daniel Blair qui a été pilote de haut niveau qui fait l'analyse, mais c'était intéressant, j'ai trouvé, parce que même là où tu prends, en fait, c'est quand même un spécialiste du sport, Jace McCaplin, même s'il n'a jamais été pilote de haut niveau, il a son podcast, il a côtoyé les pilotes, enfin, il est dans le paddock, il discute avec tout le monde et tout, et je trouve que pour un spectateur même de mon niveau, ce qu'il dit est pertinent, en fait, même en tant qu'analyste. Ouais, bah j'avoue que moi j'avais pas fait j'avais pas scindé les deux rôles en fait, analyste et celui qui anime un petit peu. Mais c'est vrai que et j'avais même pas fait attention que ça avait changé ou quoi que ce soit. J'ai juste remarqué justement que c'était mieux, qu'il y avait un peu plus d'ambiance et que ça faisait un peu plus uniforme et pas un truc que tu viens rajouter par-dessus une image, tu vois. Donc ça faisait très bizarre les épreuves d'avant parce que tu sais, t'avais du coup Daniel Blair qui était à son petit bureau là entre chaque manche, chaque session, qui fait des débriefs et tout. Puis après ça repartait dans le studio avec Ralph et Jeff au tout début. Et c'est vrai que tu avais genre beaucoup de voix qui se suivaient et je suis d'accord avec toi que c'était plus uniforme du coup, le fait d'avoir les deux mêmes mecs qui s'occupaient un peu de tout toute la journée. Ouais, et puis même voilà, pendant les manches, alors je sais pas si c'est parce que les manches justement aussi étaient peut-être plus pertinentes, tu vois, et que ça donnait plus envie de commenter avec les tripes, je sais pas, mais j'ai trouvé ça plus sympa en tout cas. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que mais même Anderson, tu voyais l'intensité qu'il mettait dans les whoops aussi à un moment donné là, quand il était deuxième à ce moment-là, je crois, il est en glissade à un moment dedans, et tu te dis waouh, et là il a beau. Enfin, il peut regarder vers les cieux et remercier le Tout-Puissant, parce que comment il a fait pour pas finir par terre. Il a les deux roues qui ont slidé et tu voyais, enfin, même dans la ligne droite de départ, tu vois, où ça glissait, le coup de comme ça, enfin, tout compacté, genre vraiment déterminé. Et c'est vrai qu'il y avait tellement d'engagement. Donc effectivement, je sais pas s'il y a un chèque quand même pour eux à aller chercher en plus à la fin et qui est bien intéressant, ou si c'est vraiment la gloire, le prestige, le sport, auquel cas ce serait très beau. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément d'engagement et ça rejoint du coup ce que je disais au départ, beaucoup d'engagement ou des stars, et puis en plus avec beaucoup moins d'engagement, style les Lawrence au Supercross de Paris, au Webb, etc. Ça 1000 fois, tu vois, je me suis régalé à regarder cette manche, je l'ai re-regardé alors que c'est la première fois que je regarde deux fois une manche du World Supercross, et même du Supercross US. C'est quand même assez rare que je prenne le temps de regarder deux fois de suite les manches, mais là en plus bon, ça va, c'est 12 minutes donc ça se regarde assez rapidement, mais non, franchement c'était un régal. Moi j'adore quand il y a de la bataille comme ça et que vraiment jusqu'au bout tu sais pas qui va gagner, enfin, comme si c'était moi qui roulais, quoi. Je m'arrêtais pas, tu vois, de savoir. Quand il y avait un petit écart, je me suis dit ouf, ça va être dur pour Anderson, puis je voyais recolle, mais non, et puis là c'est avec Savacci, ouf, ça va être un peu dur pour Savacci, tu vois. J'aurais pas pu mettre un billet quand on était dans la manche, c'était impossible, quoi. J'aurais retiré mon billet, je sais même plus sur qui je l'avais mis, peut-être Anderson, non, je crois. On avait tous les deux pensé qu'Anderson était quand même favori. Et bah je pense que pendant la manche j'aurais pu le retirer à un moment donné, quoi, tu vois, si j'avais pu. Ouais, c'est clair.
Euh, Bon, avant de passer à la suite, quand même, petite mention pour Craig, qui lui, malheureusement, a un peu craqué sous la pression. Alors, la pression, pas vraiment. Enfin, il a fait des erreurs qui lui ont très vite coûté. C'est dommage. Après, nous, ça, au niveau du spectacle, on a quand même eu une belle bataille à deux, donc c'était pas trop dérangeant. C'est dommage pour lui. Après, il fait quand même une super saison, je trouve. Enfin, un super championnat du monde de supercross. Après les 2 dernières années qu'il a eues, marquées par les blessures et par très peu de compétition, se retrouver même au niveau auquel il était en Afrique du Sud, c'est top pour lui. Et je me disais justement que, avant même la semaine dernière, je me disais que la victoire en Australie, la victoire de manche, il faut quand même, en tant que pilote, tu vois, il faut la prendre avec des pincettes, je pense, surtout dans les bottes de Craig, où il faut pas ensuite mettre des attentes à ce niveau-là pour tout le temps, tu vois. Parce que ce qui est difficile, c'est que tu gagnes une manche, en plus face à Digan, Roxen, Tomac, tout le monde, tu vois, et tu arrives en Suède, et tout ce que tu veux faire, c'est gagner à nouveau. En plus, les plus grands noms ne sont même pas de retour. T'as pas Roxen, t'as pas Tomac, t'as pas Digan, t'as pas Webb. Donc t'as qu'une envie, c'est de regagner. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte où c'était une piste qui te favorisait peut-être un petit peu. Tu as pris un bon départ face à certains concurrents et tu as été en feu. Et tu ne seras pas en feu tout le temps. Et tu ne prendras pas des super départs tout le temps. Et la piste ne sera pas nickel pour toi tout le temps, tu vois. Et que du coup, prendre les points qui viennent. Et enfin, tu vois, je trouve que c'est difficile parce que tu peux vite retourner en mode oh, bah, c'était trop bien, je veux gagner, je veux continuer de progresser. Là, j'ai fait un bond, en fait, j'ai progressé super vite et je veux continuer. Et ça peut être dur à prendre de ne pas continuer la progression de manière linéaire comme ça, quoi. Donc, tu voyais qu'il était miné à la fin de la journée de sa troisième place au championnat. Je crois qu'il finit même pas troisième de la soirée. C'est Nichols qui finit troisième de la soirée. Mais ça reste bien, quoi, pour Craig. Oui, c'est sûr que c'est quand même un pas en avant pour lui, je pense, après les blessures, justement, comme on en parlait avant ça. Après, c'est sûr que tu te prends une gifle, je pense, quand tu viens de gagner, et puis effectivement, face à des noms, et qu'après tu reviens, il n'y a pas ces noms, et que du coup, tu te dis, bah, ça doit être moi le favori, ou je vais jouer pour la gagne et tout. Et après, bon, je pense que là, du coup, en troisième manche, tu vois, lui, il avait quand même pas les crocs comme les deux autres, parce qu'il était déjà un peu out au vu des deux premières manches dans lesquelles il a chuté. Mais bon, c'est sûr qu'on le voyait derrière quand même et enfin il a rattrapé grâce aux erreurs des deux et puis au final il a jamais été en mesure de faire un dépassement et pourtant il est sorti premier en plus je crois Ouais. au all shot il me semble dans l'enchaînement là il est premier donc voilà je pense que là il n'était pas tout à fait au niveau mais après c'est sûr que ça reste quand même une saison positive de World Supercross et il faut continuer sur cette lancée là pour le SXUS ensuite. Ouais, en plus, il a encore un bon mois de préparation avant d'attaquer Anaheim, mais il devrait quand même être en feu. Mais c'est vrai que on avait USA Addict qui nous avait mis dans les commentaires de la vidéo où on parlait justement du Grand Prix d'Australie, qu'aux US, il fera pas dans les 5 parce que bon, là, toutes les étoiles étaient un petit peu alignées et il a gagné une manche, mais il faut pas croire. Et c'est vrai que quand tu vois que là, il était quand même un sacré cran en dessous d'Anderson et Savacci. Déjà, Savacci, je le mets pas dans les 5 forcément aux US. Et ouais, enfin, c'est sûr que s'il fait entre 7 et 12 toute l'année, Craig, il faudra quand même le prendre comme une bonne perf, tu vois. Je me dis que s'il reste en bonne santé, il peut rentrer dans les 5 en fin de saison parce qu'on perd toujours des pilotes. Mais ouais, avec un plateau en pleine forme, entre 7 et 12, je dirais que c'est sa place l'année prochaine. Ouais, c'est sûr, mais de toute façon, là, on va repartir comme chaque année, à chaque fois avec un plateau. Ils reviennent tous au début de saison. Et c'est vrai que tu te dis, bah, il n'y a qu'une place pour être premier, il n'y a qu'une place pour être deuxième. Et c'est vrai qu'il y a quand même du monde qui ont déjà les objectifs pour y être. Si ce n'est presque la quasi-totalité du plateau, tu vois. Donc, ouais, ça va être dur de les situer, mais effectivement, je pense que top 5 c'est peut-être un petit peu optimiste. Après, peut-être une ou deux apparitions. Et ouais, et encore, en fait, quand tu penses à tous les autres, c'est dur. C'est dur de juger en avance. Mais bon, je pense que du coup, ça va nous faire un peu comme l'année dernière, au moins en début de saison, quoi, où on risque d'avoir des vainqueurs différents Mm. au début et pareil pour le top 5 tu vois il va peut-être y avoir des roulements avec que chacun ait une course difficile qui laissera la place justement à un gars qui fera une apparition dans le top 5 donc mais après ouais être dans le top 5 de manière régulière je sais pas. Ouais, puis c'est vrai qu'aussi aux US, les manches sont plus longues, ça va jouer. Les Triple Crown, c'est 3 fois 12, c'est pas qu'une fois 12 tours.
c'est 3 fois 12 minutes. Donc tout ça aussi, ça joue. Enfin, plus la manche est longue et plus au final, la hiérarchie se réinstalle. De toute façon, on l'a déjà vu, où c'est vrai que souvent sur une manche de 20 minutes, même s'il y a un Lorenz ou un Thomas qui partent mal, ou un Roxen, hein, et bah, ça rattrape, ça remonte, et puis ça rentre dans le top 5, voire le podium. Là où c'est vrai que sur des manches plus courtes, on l'a déjà vu, évidemment, c'est plus difficile. Bon, le bilan, après 4 ans de championnat du monde de Supercross, je trouve que évidemment cette année, c'était la meilleure. Pas que sur le plan des pilotes, mais c'est vrai que le plateau déjà était un petit peu plus intéressant. Ce qui, d'un côté, c'est normal que la première année, ils n'aient pas autant de pilotes de nom, tu vois, mais le fait qu'un mec comme Anderson voulait faire tout le championnat cette année, c'était cool. Savacci, lui, je crois qu'il le fait depuis la première année. Il a toujours été dedans. Je trouve qu'au niveau du format des courses, on en avait déjà parlé en début de saison, mais ça marche beaucoup mieux. Même si je les trouve peut-être un petit peu courtes quand même, les courses. Mais je pense que c'est plus d'un point de vue de spectateur où j'aimerais toujours en avoir plus. Parce que c'est vrai que si tu compares par rapport aux US quand c'était en tour, ben les mecs font autant de tours qu'une hit race et une finale. Mais c'est juste que c'est scindé différemment. Alors c'est vrai qu'après, nous, en tant que spectateurs, on a 2 hit races par catégorie. Et ensuite, on a des LCQ. Et ensuite, on a des finales. Là où, au final, vu que tu n'as qu'un seul plateau, c'est comme si tu avais... c'est comme si tu n'avais qu'une seule hit par catégorie, quoi. Enfin, nous, en tant que spectateurs, on voit un peu moins de tours. Mais les pilotes, ils en font autant qu'à l'époque où c'était une qualif de 8 tours et une finale de 20, quoi. Donc oui, j'aimerais peut-être que les manches soient un petit peu plus longues. J'aimerais voir plus de monde sur la piste quand même. Là, encore une fois, en Afrique du Sud, ils étaient 14, je crois. Même pas, ils étaient 13 en catégorie SX1. Mais les pistes, j'ai trouvé bien. Encore ce week-end, on avait une petite série de whoops, mais on avait aussi un petit dragon back. Et alors là, franchement, j'aime que... Ça, c'est le côté, par contre, que j'aime bien au niveau du World Supercross, c'est que bon, ils ont tout le temps un peu ce discours où ils sont le championnat du monde et ils ont envie d'être le championnat numéro 1. Ils ont beaucoup de chemin à parcourir, mais ils ont du coup pas du tout cette attitude de ouais, on est les enfants du championnat US et ce qu'ils font aux US, on va le faire nous aussi et on va tout copier déjà pour commencer sans prendre de risques, tu vois. Et enfin, ils prennent pas forcément de risques parce qu'au niveau des pistes, ils font quelque chose qui a déjà été fait pendant 20 ans, même aux US. Mais ils sont un peu en mode, eux, ils veulent se mettre des règles à la con pour la sécurité. Nous, on n'en a rien à faire. On sait que 12 whoops, ça peut faire du spectacle et que ça ne va pas forcément faire casser du pilote. On sait qu'on peut faire des dragon back sans qu'ils soient forcément dangereux. Donc, on va mettre des dragon back. Et enfin, leur dragon back, il n'était pas dangereux. Et en même temps, il permettait de faire une différence. Enfin, les pilotes ne le prenaient pas tous à la même vitesse, tu vois. Et ça faisait un obstacle en plus. Donc, j'ai trouvé ça top. Et ça a fait réfléchir, à mon avis, les US parce que on a eu un communiqué de Mike Mewey, qui est le responsable directeur du Supercross chez Feld, qui a dit que maintenant, ils n'auront plus d'essais libres aux US. Ils auront 2 essais chrono de 12 minutes pour avoir plus de temps pour entretenir les pistes et qu'il y aura du coup des pistes qui auront 10 et même 11 whoops, que c'est déjà prévu. Donc, oui, c'est une question, à mon avis, ils vont pouvoir mieux entretenir les pistes et moins user les whoops parce qu'il y aura moins de passages dessus la journée. Mais clairement, je pense qu'ils en avaient marre. Enfin, ils entendent, même s'ils ne l'admettront pas, ils entendent les fans et les pilotes qui vannent le championnat US à avoir que 9 whoops depuis 2 ans et qui en plus n'arrêtent pas de dire ouais, les whoops ils sont durs, mais c'est trop bien d'avoir beaucoup de whoops. Aussi, depuis l'Argentine, les mecs ils n'arrêtent pas de dire ouais, c'est une vraie série de whoops, c'est difficile, mais c'est comme ça que le Supercross ça devrait être et tout, quoi. Donc c'est cool. Au final, je me dis que le championnat du monde de Supercross, il devient presque essentiel pour faire concurrence au championnat US, pour empêcher que le championnat US, tu vois, il nous fasse quelque chose de... Enfin, s'ils avaient le monopole et qu'ils avaient zéro concurrence, si l'année prochaine, ils voulaient dire 7 whoops, ce serait 7 whoops, tu vois. Et de toute façon, vous pouvez vous plaindre, mais il n'y a pas mieux ailleurs. Donc, on fait ce qu'on veut. Et là, grâce au championnat du monde de Supercross, ça ne va pas être comme ça. Ouais, non, c'est vrai. Je voulais juste rebondir sur la sécurité. Effectivement, ils en ont un peu rien à foutre parce que je sais pas si tu as vu, j'ai regardé parce que j'ai regardé les Superpole là pour la première fois, mieux vaut tard que jamais. Mais parce qu'en fait, c'est pas sur le même lien vidéo, c'est pour ça. Oui. Mais moi, je savais pas. À chaque fois, du coup, c'est à la fin des essais, la Superpole. Ouais. Voilà, ben je pensais que fallait du coup être là pour les essais, sinon c'était cuit et tu voyais que le night show et t'avais pas les Superpole. Donc là, j'ai regardé un peu d'essais. Et pendant les essais, tu vois quand ils repassaient sur la ligne de départ, mais sur les largeurs, ouais. Ils passaient sur la piste d'à côté, en fait.
Il y avait Ouais, là, pas c'est ce. Je pense dangereux qu'ils ont parfois. rajouté un talus plus une botte de paille. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'était fou. C'était fou. Il y en a un, il va sauter dans l'intérieur en fait du pain de sucre et il va atterrir sur quelqu'un. En fait, c'était vraiment n'importe quoi. Et au final, ils ont quand même réglé un peu ça pour les manches. Je pense qu'ils ont rajouté, ils ont prolongé un peu le relevé. Ce qui faisait du coup un peu talus, donc même ceux qui prenaient à l'intérieur, ils allaient taper le talus et ils débordaient pas derrière aussi. Mais ouais, non, super dangereux ça pour le coup. Ouais. J'étais choqué, j'ai fait, mais vraiment, genre, il y a personne qui le voit, c'est pas possible là, tu vois. Il y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour se rendre compte qu'ils sont sur la piste d'à côté, tellement ils ouvrent leur virage, les gars, quoi. Et puis même Mm. eux, en fait, les pilotes, genre. Ouais, je réfléchis 3 secondes. Alors, je sais qu'il faut débrancher de temps en temps quand tu fais de la moto, mais là, à tout moment, tu te prends une moto sur la tronche, quoi. Donc, ouais, un peu surprenant ça au début. Heureusement, ils ont quand même fait le petit ajustement. Et au final, c'est vrai que pendant les manches, à part Anderson, quand il s'est fait pousser en dehors, ça allait plus sur la piste d'à côté, visiblement. Donc, ça allait. Mais c'est vrai que niveau sécurité. Et pourtant, il me semble que c'est Chad Reed qui avait été engagé justement auprès du World Supercross pour aider à la sécurité, justement faire des pistes qui soient sécures pour les pilotes. Je Ouais, crois mais qu'il. ça, c'était Enfin, il y a 2 ans. Il est plus du tout impliqué avec eux. ouais, c'est marrant les trucs comme ça. Bon, de toute façon, on sait que c'est business et Ouais, compagnie, c'est hein, mais politique même, hein. C'est pour ouais, attacher c'est le nom ça. de Chad Reed au championnat du monde de Supercross pour attirer des auditeurs, ça. C'est ça. Mais tu vois, au final, bah, je savais même pas que c'était plus d'actualité. Alors, je m'en doutais un petit peu parce qu'on le voit pas, Chad Reed, même. Mais c'est comme Ken Roxen qui quitte le championnat du monde de Supercross. Je voyais une vidéo d'une meuf sur Instagram qui disait que le championnat du monde de Supercross, il postait encore des affiches avec Ken Roxen dessus avant, moins d'une semaine avant le Grand Prix d'Afrique du Sud. Et en disant, en gros, l'affiche disait que, enfin, mettait Ken Roxen sur l'affiche du Grand Prix d'Afrique du Sud, tu vois. Tout ça Ouais. pour vendre du ticket. Et ça, par contre, c'est pas ouf, tu vois. Autant ils ont fait plein de progrès, je trouve, cette année, championnat du monde de Supercross, que avoir encore un peu des attitudes de carotteur, en fait, c'est vraiment pas ouf, je trouve. Non, ou c'est le DD de la Fédé qui fait la communication pour la Ligue et qui met Jet Lawrence pour une course de Ligue Île-de-France sur l'affiche. Tu t'attendais Ouais. pas à voir Jet Lawrence quand même, donc là c'est peut-être la même chose, hein, c'est Mais, peut-être fait par la mais, même personne. mais parce que là, attends, c'était pas des affiches de eux sur leur moto, hein, c'était les portraits des pilotes, hein. Ouais, C'est pas la même chose, tu vois, je trouve, que quand t'as une course de ligue où c'est Musquin ou Lorenz, comme tu dis, c'est une photo d'eux sur la moto, tu vois. Et ouais. le mec de la campagne qui va peut-être se dire, oh, il y a une course de moto à Fublen ce week-end, je vais aller voir. Il sait peut-être même pas qui c'est, tu vois, Marvin Musquin ou Jet Lawrence, donc c'est pas trop grave. Et puis celui qui sait, il sait que Marvin Musquin ou Jet Lawrence, il est pas là. Donc Ouais, il non, n'y non, a c'est pas de clair. souci. Mais que pour le championnat du monde de Supercross, non, tu vas, il y a la tête de Roxane. Tu peux penser, tu vois, si t'es pas vraiment complètement informé, à écouter les podcasts, les interviews, les trucs comme ça, tu peux penser que ouais, il y aura Roxane. Bah si, il est sur l'affiche sur Instagram, je l'ai vu. Donc viens, on va voir Roxane en Afrique du Sud pour la finale du championnat du monde. Ouais, non, c'est clair. Non, mais du coup, enfin voilà, je me disais aussi que l'image, enfin tu vois, moi j'avais le souvenir justement que Chad Reed était impliqué pour la sécurité, etc. Et du coup, quand je vois ça, je me suis dit, mais sécurité zéro, et je pense à Chad Reed, donc voilà, sans blâmer directement à Chad Reed, n'importe quoi, c'est un guignol et tout, pas comme ça, tu vois. Mais quand même, ça m'a fait penser à lui, donc pareil, peut-être que tu vois, il peut y en avoir qui font Mhm. le raccourci direct et qui se disent, ouais, c'est n'importe quoi. Enfin, moi je trouve que du coup, c'est pas spécialement une bonne image. Après, je suis peut-être le seul déjà à penser ça et à avoir fait ce lien-là. Mais en tout cas, ouais, niveau sécurité sur la piste, là, c'était pas ça du tout. Et après, je sais plus trop de Ouais, quoi. mais comme quoi, c'était pas le Dragon Back, la partie la plus dangereuse du circuit. Ouais, non, et le Dragon Back aussi, il avait l'air d'être bien fait parce qu'effectivement, je crois que c'est aux US, il disait que souvent la dernière, il la mettait plus basse, je crois. Ouais, Euh, soit il la mettait plus basse, soit elle se rabotait naturellement, mais du coup, souvent, c'était facile de la rater, quoi, avec Taro avant. Ouais, et il risquait de kicker. Et là, c'est vrai qu'au final, il était pas très gros, mais déjà, c'était assez impressionnant, justement, la vitesse à laquelle ils allaient dedans pour les plus rapides. Et effectivement, ça a pu quand même faire un peu de différence. Enfin, et puis, il n'y a pas eu de chute quoi, dedans non plus, hein, il me semble pas. Ouais, puis on en revient toujours à la même chose, c'est que comme tu dis, le Dragon Back en soi était pas très gros, pas très raide. Les whoops dessus étaient pas très grosses, pas très profondes. Et il n'y a pas besoin d'avoir des énormes moves pour faire la différence. C'est bien d'en avoir des énormes de temps en temps, mais c'est aussi bien d'en avoir des petites. Et je pense que là, ouais, un Dragon Back pas très raide avec des moves pas très grosses, ça fait que de toute façon, même si tu ratais la dernière avec ta roue avant, à mon avis, c'était pas aussi dramatique que sur les derniers Dragon Back qu'on avait pu voir aux US. Où, enfin, vu la taille du saut et la taille des whoops, tu partais pas en front flip si tu ratais la dernière avec ta roue avant. Je pense tu allais partir en avant, oui, mais tu n'allais pas forcément t'exploser, à mon avis. Donc,
Ouais, moi je trouve que c'est top et voilà et du coup on va retrouver un peu plus que 9 hoops de temps en temps aux US et ça c'est bien aussi puisque c'est vrai que et j'espère que effectivement les hoops se tiendront mieux aux États-Unis. Comme ça, on aura un petit peu plus de différence au niveau de qui dribble bien, qui dribble pas bien et pas juste faire 3-3-3 en entrant dedans quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais oui, effectivement, enfin, je pense que c'est important qu'il y ait de toute façon toujours quelqu'un un peu pour concurrencer, pour justement effectivement maintenir un niveau de qualité. Et c'est sûr que quand tu as le monopole, après, bah, tu as vite fait, enfin, s'ils veulent faire effectivement une course sur prairie au final ou SXUS, bah, on regardera de la course sur prairie parce que ce sera le seul endroit où on pourra voir Sexton, Lawrence, Tomac, etc. Donc c'est important qu'il y ait autre chose ailleurs et que. Et ça maintient ce haut niveau justement et puis peut-être que justement ça peut faire bouger aussi certaines choses, montrer que voilà, c'est possible de faire sans que ce soit trop dangereux et même avec des pilotes de second rang. Alors après des pilotes de second rang qui roulent peut-être un peu moins vite mais en soi enfin voilà, ça n'a pas été problématique ce week-end, donc sans doute qu'ils pourraient remettre aussi des Dragonback aussi en Supercross US. C'est clair. Et bon, point négatif de cette année en championnat du monde, je vais dire le fait qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pilotes et le Grand Prix de Suède. Si on retourne en Suède, il faut faire quelque chose pour la Terre l'année prochaine. Sinon, il faut juste pas retourner en Suède. C'est clair. Mais là, ouais, pas deux fois ça, hein. On peut faire une erreur une fois, mais une erreur comme ça, on la fait pas deux fois, quoi. Non, c'est sûr que la Suède, au niveau du terrain, c'était chaud, Dans tous mais les virages, sinon, je priais pour les genoux des pilotes. J'avais peur pour leur croiser là. ouais, mais ouais, sinon, dans l'ensemble, bon, peut-être aussi, tu vois là, le petit point négatif sur la piste, c'est que pareil, c'était quand même assez sec et que en fait, quand ils arrosaient justement juste avant les manches, enfin, ça fait le groupe C en ligue qui repart sur une piste patinoire. Et bah, Craig en parlera mieux que nous. Dommage qu'il soit pas présent là pour la tester, mais ça peut-être un petit peu dommage, mais bon, mine de rien, enfin, on a quand même pu avoir justement de belles courses et je pense qu'on rejoint aussi ce qu'on disait déjà avant, le fait qu'on ait une piste justement sans ornière, finalement, bah, c'est ce qui a permis aussi aux deux là de s'arsouiller de cette façon-là, de sauter dans les intérieurs, de croiser les lignes, enfin de vraiment être libre sur la piste pour aller où ils voulaient et c'est ce qui nous a permis d'avoir cette bataille-là. Je pense qu'avec une piste pleine d'ornières, ça n'aurait pas été aussi facile et qu'on aurait vu des dépassements sans doute, mais plus par des erreurs de certains du pilote de devant par exemple qui va se rater dans une ornière ou dans un enchaînement, plus que une vraie différence, une intensité comme là ils l'ont mise pour pouvoir se positionner dans l'intérieur dans le virage qui suit. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est peut-être la terre où ils étaient en Afrique du Sud qui veut ça, hein, et qui fait que ça restait quand même un peu poussiéreux et presque un peu sablonneux sur le dessus. Mais je me demande s'ils ne devraient pas plus arroser l'après-midi pour les essais, limite faire des essais à presque gadou. Mais comme ça, la terre, même si elle est dure, elle fait pas autant de poussière le soir, tu vois, parce que c'est vrai que quand tu regardes les courses à Anaheim ou à San Diego, c'est des endroits où il fait quand même assez chaud, même si c'est au mois de janvier aux États-Unis, où il fait très beau. Et ouais, il fait quand même probablement pas aussi chaud qu'en Afrique du Sud à cette période de l'année, mais mine de rien, ils arrivent à faire en sorte, même quand la terre est dure, qu'il n'y ait pas de poussière. Donc oui, il y a un petit axe d'amélioration peut-être à faire quand même au niveau de la préparation. Qu'est-ce que tu aimerais voir de plus, de différent l'année prochaine en championnat du monde de Supercross, toi? Que des courses comme la troisième manche là. Donc que des Non, 12 tours? ouais, au niveau de la longueur des manches, bah forcément, quand il s'arsouille comme ça, là, t'as pas le temps de t'ennuyer. Après, quand tu regardes une manche des 6-2, je te dis, t'étais presque à avancer. Ouais, c'est différent. Moi, ça m'a pas spécialement dérangé que ce soit court, ce format du coup de plusieurs manches. Moi, j'aime bien parce que moi, justement, ça redistribue les cartes, tu vois. Et quand bah, il y a une fois où t'as les deux pilotes qui s'arsouillent, justement, il y en a un qui part devant, l'autre qui part derrière. Quand Savacci il a dû refaire une remontée, bah, déjà, on avait sa remontée à regarder et qui était un peu palpitante parce que il avait besoin de finir deuxième, donc on était vraiment axé sur lui. Mais dans l'ensemble, ouais, j'ai pas trouvé ça trop court ni trop long et ce format-là me plaît bien pour le coup. Et puis justement, ça fait aussi différent du SXUS que si on avait exactement la même chose, bah, je trouve que ce serait un peu plus dommage. Enfin, moi, je resterais là-dessus, tu vois, même si on me donnait le choix de faire le même format de course, tu vois, avec qualif, repêchage final, je garderais le même format. Après, plus de pilotes. Pourquoi pas. Après, si c'est plus de pilotes, pareil, de second rang
ou de troisième, quatrième rang même, ou de SX Tour, etc. Tu vois, je trouve que bon, c'est pas, ça me plairait pas plus quoi de voir des gars rouler justement un peu plus avec le niveau avec un niveau un peu plus faible. Mais c'est sûr que s'ils avaient tous un niveau plus homogène, bah, plus de pilotes, plus il y en a, mieux c'est. Hein, plus on est de fous, plus on rit. Mais ouais, je serais pas pour non plus. Enfin, tu vois, là, il y avait un gars, là, justement, un white card de là-bas, qui a fait chier plus qu'autre chose. J'ai l'impression, les autres pilotes, pas moi, hein, vraiment, moi, il avait une belle déco Red Bull. Mais par contre, voilà, tu voyais les gars, Anderson aux essais, à un moment donné, qui lui a mis tout un enchaînement de rupteurs, je crois, parce que l'autre, il était dans la trace et que du coup, il a interrompu son tour. Et tu le voyais, enfin, les seules fois où on l'a vu à l'image, c'est quand il se prenait un tour, il était en dehors de la piste pour laisser passer. Donc, je pense que même pour lui, bon après, enfin je me mets à sa place, je pense que si j'aurais kiffé, tu vois, si j'avais l'occasion justement d'y aller, j'y serais allé, même si je passe 3 tours sur 4 en dehors de la piste à laisser passer les gars qui roulent. Mais voilà, je vois pas l'intérêt. Enfin, en réalité, tu vois, en tant que spectateur, il n'y a aucun intérêt et ouais. Tu veux pas rajouter des pilotes pour rajouter des retardataires, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, et puis même des pilotes au final qu'on monte pas à l'écran. Enfin, tu vois, c'est pareil. Enfin, tu vois, je pense même à Tixier par exemple. Donc, on est quand même voilà, sur du bon pilote. Bah, au final, tu l'as pas spécialement vu à l'écran. Enfin, après, je crois qu'il s'est pris pas mal de pelles quand même sur ce World LSX. On l'a vu souvent par terre, donc pas évident aussi. Mais au final, ouais, ça se bataillait derrière, tu vois. Et bon, après, il n'en était pas à se prendre des tours non plus, donc tu vois, c'était pas gênant, c'était pas comme le pilote, le white card là, où justement, où tu te dis, lui vraiment, il doit gêner, quoi. Ça doit pas être top pour les pilotes, que Tixier, il n'en était pas à ce niveau-là quand même, et donc ça devait se battre. Ouais, en fait, je serais curieux de voir peut-être une fois en vrai pour voir ce qui se passe aussi derrière, parce que c'est vrai que quand on regarde à la télé, bah là, on avait d'œil que sur ceux qui étaient devant, et donc au final, derrière, ce que ça dit ou quoi, les pilotes, en fait, qu'ils soient là ou pas, moi ce week-end, il n'y avait que les trois là. Et même après, à la fin, que les deux, tu vois. Et j'avais les yeux que sur eux, et les caméras n'étaient que sur eux. Donc, ce qui se passait derrière, franchement, je suis pas du tout au courant. Et donc, tu me mets plus ou moins de pilotes, ça va rien changer à cette course-là, quoi. Donc pour 2026, ce que tu veux, c'est un Grand Prix de France. Ouais, en vrai, ça serait pas mal. Bah, en plus, il y avait une année, c'était prévu pour Lyon, je crois, non? Ouais. Mais j'espère pas dans le stade du SX Tour. Non, c'est prévu. Tu sais, ils ont un stade, je vais dire un nouveau stade, mais maintenant ça fait peut-être quelques années qu'ils l'ont. Je crois qu'il s'appelle Groupama Stadium. C'est un stade ouvert à Lyon, stade de foot. Donc non, c'est grand. C'est pas la taille du Stade de France, parce que de toute façon, je crois que ça reste le plus grand stade de France, le Stade de France, mais c'est un grand stade quand même à Lyon. Ouais, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Si, niveau SX2, bon, McElrath a quand même bien rectifié le tir pour cette dernière, donc c'est bien, il a sauvé l'honneur. Tu vois que Max Anstey, malgré le fait qu'il avait gagné le titre, il était vénère d'avoir perdu la troisième manche et d'avoir perdu le général de la soirée. Donc c'est beau à voir. Moi, j'ai été un petit peu déçu peut-être d'Anthony Bourdon, parce que c'est vrai que quand tu regardes le pari qu'il fait et où il se place généralement en SXUS 250, je m'attendais à mieux de sa part, souvent aux alentours de la 10e place, là en championnat du monde de Supercross. Je ne sais pas s'il avait la même Honda que celle qu'il avait à Paris, ou si c'en était une différente, s'il a jamais été confortable sur la moto ou quoi. J'avoue que j'ai suivi aucune interview ou quoi d'Anthony Bourdon, mais c'est vrai que sur le papier, je m'attendais j'aurais attendu une meilleure performance de sa part. Ouais, clairement. Bah, moi, le seul départ que je vois de lui, justement, là, ce week-end, j'ai l'impression qu'il laisse partir les gars, et il était placé dans l'extérieur, il laisse partir les gars, et il passe derrière pour aller dans l'inter ensuite, donc il est avant-dernier. Ah ou un oui, truc c'est lui comme qui faisait ça. Ouais. Et je me dis que on c'était le voit. malin ça quand même. Quand j'ai vu ça, je savais pas qui c'était, je me suis dit, oh là, on a un petit malin. Et il essayait même sur la ligne de départ là, de lever un peu pour enlever le kittle shot, parce qu'il ferait même pas assez fort au bout, tu vois, pour le déclencher. Mais non, mais d'abord t'essayes quand même de sortir devant, tu vois. Et quand tu vois que tu as raté, comme dit Yann, la fois où il a glissé, bah là, ok, tu switches complètement de l'autre côté, mais au moins essaye de partir, on sait jamais, tu vois. Tu peux, de toute façon, tu feras pas pire qu'avant-dernier, comme tu l'as fait là, tu vois. Donc ouais, j'ai pas trop compris. C'est vrai que moi aussi, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus performant que ça en World Supercross, surtout là, là, il est en 250 du coup. Ouais. Donc, parce que je sais qu'il l'a déjà fait en 450 aussi, je crois, le World Supercross, non?
Je sais plus trop, vu qu'il il change pas mal de 150, 450, je suis un peu perdu, mais non, c'est sûr que j'attendais beaucoup mieux, effectivement, surtout quand tu vois le pari qu'il a fait, et quand tu vois Clout, alors là, en 450, du coup, qui se plaçait dans les 4 premiers aux essais chrono, qui fait la super pole et tout, qui a battu ce gars-là à Paris, tu vois, t'as envie de dire, bah, en SX2, là, t'es en SX2, donc il y a quelque chose à faire, tu vois, donc pas au niveau, c'est sûr, des 2 premiers, et peut-être même pas de choc, Lopes ou quoi, mais peut-être juste derrière eux, justement, et avec un bon départ, les embêter quand même un petit moment. Donc, ouais, de l'extérieur, je ne l'ai pas senti très motivé sur ce World Supercross, et je pense que c'est dommage parce que lui, il compte souvent, j'ai l'impression, sur Paris pour se montrer et essayer de dégoter un contrat aux US, justement, pour l'année suivante. Parce que là, après les interviews, justement, de Paris, il disait même chose, encore une fois, bon, qu'il voulait que s'il repartait aux US, pour l'instant, il n'y avait rien de fait, mais que s'il repartait aux US, bah, c'était dans de bonnes conditions. Il ne voulait pas payer à ce stade de sa carrière, il voulait pas payer pour rouler, donc voilà, il voulait quand même pouvoir y aller dans de bonnes conditions, et donc il disait voilà, je pense que j'ai montré de certaines choses encore cette année, donc j'espère que ça débouchera sur peut-être un bon petit contrat pour pouvoir aller rouler le SXUS. Je crois qu'il repartait chez Barrix pour 2026. Je savais pas que c'était pas fait encore. Non, je crois pas. Hein. Et du coup, là, moi, je trouve ça dommage. Le World Supercross, c'est justement une occasion, et je pense que c'est peut-être une meilleure occasion quand même, parce que c'est un petit championnat, plusieurs épreuves. T'as peut-être un peu plus de gars que juste Luke Clout à aller battre, tu vois, pour te montrer un peu et te mettre en avant. Et que là, je l'ai pas senti très motivé en fait. Et puis, les résultats, en tout cas, ils y étaient pas. Donc, je pense que c'est un peu dommage pour lui. Et effectivement, je l'attendais un peu mieux que ça aussi. Bah, c'est sûr que si tu vas, même ne serait-ce qu'une manche sur les 15 qu'il y a eu, si tu vas aller chercher un Lopes ou un Cody Shock, les mecs vont s'en souvenir, quoi. C'est le petit coup d'éclat qui montre un potentiel et qui donne envie de te donner une chance. Bah, c'est ça, et puis, ouais, je te rejoins. Le club MX, c'est pareil, ils en ont des motos, il y en a peut-être une qui traîne, ou voilà, une blessure aussi, tu vois, tu peux peut-être commencer. Alors après, on sait voilà, qu'il n'ira pas sur sa propre moto, par exemple, et au cas où il y a quelqu'un qui se blesse, il prend la place. Mais c'est sûr que, on n'est pas à l'abri de quelqu'un justement qui se fait mal, et après, je ne souhaite pas de récupérer du coup la moto de Voland. Ça risquerait de complexifier un petit peu les choses, mais non, à part ça, je pense que ouais, c'est l'occasion de se montrer et de prendre un petit guidon s'il y a un blessé, ou même s'il y a une place à pourvoir, justement, une moto qui peut aligner en plus. Ouais, clairement. Bon, on va terminer cet épisode 57 peut-être en parlant de notre Dylan National qui, comme je le disais en début d'épisode, a quand même fait sa première interview où il parle de la Ducati, où il dit quand même que c'est le meilleur châssis qu'il ait jamais eu en motocross, qui ait jamais existé en motocross. Alors plus pour le Supercross, il disait. Ouais, oui, il disait qu'elle était super adaptée au Supercross, mais c'est vrai, c'est le meilleur châssis en motocross, tu vois, sur une moto de cross en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il l'entendait surtout, c'est le meilleur châssis sur une moto de cross. Non, moi j'avais compris, c'est le meilleur châssis pour le Supercross, parce que visiblement en motocross, avec la YAM, du coup, il avait réussi, je pense l'année où il gagne, à trouver un bon châssis, à être à l'aise dessus. Mais il disait que visiblement ces dernières années, en Supercross, son problème c'était le châssis. Sur la Honda, c'était trop souple, donc ils avaient pu le régler chez HRC parce qu'ils avaient les moyens d'eux, mais que eux pas vraiment. Et ça, moi, tu vois, c'est pareil, je trouve ça ouf, genre le châssis trop souple, et ils peuvent, ouais, je sais pas, après des fois ça se joue à une rondelle peut-être, mais moi ça m'étonne, tu vois, qu'ils puissent pas le régler pour lui, quoi. Je veux dire, ils ont bien un set en trop de lui, et enfin c'est sans doute, ou je sais pas si c'est la rondelle en titane, j'aime pas. Remets-moi la rondelle en acier là d'origine. C'est peut-être en parlant juste avec les Lorenz qui sait que eux ils ont pu améliorer le châssis, ou est-ce qu'il a pu tester. Ils avaient mis des plaques sur le châssis, je sais pas s'ils les avaient soudées ou vissées ou quoi, mais ils avaient mis des plaques pour rigidifier. Ouais, mais tu vois, une soudure de châssis. Genre, tu regardes la moto, même si tu demandes pas au HRC de te le faire, tu regardes où est-ce qu'ils ont mis la plaque. Et même tu leur demandes, ils travaillaient quand même étroitement ensemble, pas forcément ensemble, tu vois, mais ils communiquaient entre eux. Phoenix, c'était un peu le petit team du HRC, tu vois, l'enfant, quoi. Donc, c'était un peu la même famille, c'est ce que je veux dire. Donc, tu communiques, et même si tu le fais pas pour eux parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, ou je ne sais quoi, je te donne le tips, renforce à cet endroit-là, tu vois, ça passe mieux là, les Lorenz ils roulent avec ça, voilà, ça reste dans le même groupe, et du coup ils peuvent tester ça pour faire en 10, tu vois, moi c'est des trucs, ça me paraît un peu. Ça se peut que Honda leur ait interdit de le faire, dans le sens où
on n'a pas le temps de le faire pour vous et on veut pas que vous le fassiez vous-même parce que si vous le faites mal et que vous pétez la moto, après c'est une mauvaise pub pour Honda, tu vois. Après, je sais pas, je vais loin et c'est entièrement hypothétique hein, ce que je dis, mais bon, ça peut aussi exister ce genre de choses. Ouais, mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'il en faisait un retour très élogieux de cette moto. Et bon, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il m'a lâché la petite phrase de je sais que tout le monde va dire que sa moto est la meilleure, enfin, qu'ils sont dans les meilleures conditions et tout. Mais voilà, moi, je le sens vraiment à chaque fois que je termine l'entraînement. Mais moi, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, c'est bien quand même qu'il y en a qui le disent. Alors après, c'est souvent en conférence de presse, ils le disent quand même que ils savent pas trop où se placer, que tout le monde dit un peu la même chose, qu'ils se sentent très bien pour la plupart, que la moto c'est nickel et tout. Et puis après, quand on arrive en course, c'est différent. Mais du coup, ça me redonne toujours un petit peu d'espoir. Je pense qu'en tant que Français qui supporte justement les Français aux US et tout, ça me redonne un peu d'espoir. Et il dit qu'il vise du coup des podiums. Chaque entraînement, sa détermination est de plus en plus haute. Donc, on sait qu'un Ferrandis motivé quand même, il est très motivé, le garçon. Donc s'il dit ça de lui, est-ce qu'il a vieilli et que maintenant, juste d'avoir le sourire quand il a fini l'entraînement, c'est pour lui une super motivation et on ne retrouvera pas le Dylan des grandes années, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours un petit espoir qu'on retrouve un Dylan déterminé et qui fera des gros passages dans les whoops et qui sera bon. Donc ouais, j'ai hâte que ça commence et de voir cette Ducati du coup. Bah ouais, moi aussi. C'est vrai que quand il a dit en plus, ouais, les années précédentes, on avait en gros un cadre pourri qu'on essayait de compenser avec les suspensions et que là, il disait le cadre est tellement bon que les suspensions, c'est même pas important. J'ai jamais entendu un pilote de SX dire les suspensions, c'est pas important en fait. Et Donc pourtant, là, je pense que Stewart aurait pu te le dire, puisque vu les bouts de bois avec lesquels il roulait, ça se trouve, lui aussi, les suspensions, mets-moi tout dans le dur, chef. Oui, mais c'était important d'avoir des bouts de bois. Oui, mais du coup, à ce niveau-là, t'es plus sur des réglages suspension, il aurait pu me laisser le faire, quoi, le réglage. Ah, mais je t'ai retiré le ressort, t'en as pas besoin. C'est clair. Mais ouais, je suis d'accord. Oui, il a dit que si un soir où toutes les étoiles sont alignées, un podium c'est possible sur la Ducat. Donc j'espère qu'il y aura quelques soirs où les étoiles seront alignées et que sinon il pensait quand même pouvoir se battre pour des top 5. Ouais, comme toi, j'espère. Hein. C'est sûr que de toute façon, Dylan, même si, admettons qu'il ait le niveau et qu'il gagne tout en 2026, à ce stade de l'année et de sa carrière, tu peux pas t'attendre. Tu peux pas, nous, en tant que spectateurs, mettre ce genre d'attente sur lui ou espérer qu'il gagne des courses ou un titre. Tu vois. En outdoor, peut-être, si. Tu vois, j'aimerais bien le voir sur des podiums et en motocross et peut-être regagner une manche ou une course. Mais c'est vrai qu'en supercross, déjà, s'il arrive à accrocher plusieurs top 5 et faire un podium, ce sera vraiment une excellente année. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on disait l'année dernière. Et au final, il a fait un top 5 et l'année était... Déjà, il avait fait toute l'année et j'ai trouvé que c'était pas mal. Mais ouais, je pense qu'on se retrouvera au mois de mai et je sais pas si on aura eu le podium sur la Ducati de Dylan Ferrandis. J'espère, hein, mais... Ah, j'espère aussi. Et puis, je me dis, tu vois, peut-être que d'être reparti. Alors, c'est dans un team usine, mais un peu nouveau quand même, qui teste, qui démarre, tu vois. Donc, tu vois, je me dis, parce que je reviens sur ce que je disais, j'ai toujours le même avis sur Dylan Ferrandis, que je pense, et puis, enfin, pour la majorité des pilotes, qu'il faut quand même qu'ils aient un certain cadre et ne pas les laisser justement porte ouverte à faire tout ce qu'ils ont envie, tu vois, parce que je pense que c'est plus les perdre qu'autre chose. De Coster disait un peu du coup la même chose de Sexton, qu'au final, il partait dans des directions et qu'il allait s'entêter dans des directions qui n'étaient pas spécialement les bonnes et sur lesquelles du coup ils aimeraient des fois les remettre en place et je pense que tu vois des retours que j'ai pu entendre, même DV quand il parlait de Star Racing et tout là-bas, c'était un peu l'armée quoi, c'est comme ça, pas autrement. Tu prends cette pièce là, tu essaies cette pièce là et visiblement des fois c'est même le team essaye cette pièce là. Ni Ferrandis, ni Villemain, ni le mécano voulaient spécialement l'essayer et le team, alors après encore une fois, est-ce que c'est un billet derrière si tu portes ce matériel-là, ou est-ce que eux ont pu le tester et les retours des pilotes tests étaient formidables? Je sais pas exactement, encore une fois on ne saura pas, mais je pense que ouais, quand même la majorité des pilotes ont besoin d'un cadre justement, et parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de réglages, tellement de choses que tu puisses faire, que si à un moment donné on te dit pas stop et on a testé, on a des pilotes tests, va dans cette direction là plutôt. Donc voilà, j'espère que chez Ducati quand même s'ils sont un peu en période de test, qu'ils vont pouvoir un peu cadrer tout ça et ne pas le laisser un peu faire tout ce qu'il veut, aller dans des mauvaises directions, je pense.
Ouais, puis moi je trouvais que c'était même un petit tacle à Star Racing ce qu'il a dit, parce qu'il a dit que c'était la première fois qu'il était dans un team usine et que Star Racing c'était un team avec un soutien usine et que c'était pareil quand il était chez Kawa en Europe et que c'était la première fois qu'il était dans un vrai team usine quoi. Mais pourtant, en 450, c'était Star Racing. Et enfin, pourquoi c'était qui le team usine du coup? En fait, c'est ce qu'il veut dire, mais c'est parce que Star Racing c'est un team privé et Yamaha en fait a attribué l'équipe usine à Star Racing, mais tu vois, c'est pas Yamaha qui est propriétaire directement de l'équipe, de la structure et qui du coup prend toutes les décisions et met toutes les ressources, tu vois. C'est un partenariat où en fait Yamaha, je pense, sur le plan technique, attribue toutes les ressources qu'ils jugent nécessaires, mais il y a quand même des sous qui viennent d'ailleurs. C'est pas, tu vois, HRC, il y a Red Bull qui participe un petit peu, mais ils sont même pas sur la moto, ils sont que sur les polos. Et ça s'arrête là, tu vois, et peut-être enfin Dunlop et deux trois trucs comme ça, tu vois, Showa. Et encore Showa, je suis même pas sûr parce qu'une année t'avais Sexton sur la Showa et Roxanne sur la Kayaba ou l'inverse. Donc tu vois, enfin ça se voit de toute façon à HRC, ça se voit à la déco qu'il y a presque que Honda qui paye quoi. Donc et à une époque il y avait aussi Fox qui payait un petit peu quand Roxanne y était. Mais alors que ouais, Star Racing, ça dépend quand même aussi de l'argent des sponsors. Bobby Reagan, le propriétaire de Star Racing, il met des sous. Donc ouais, c'est dans ce sens-là où c'est vrai que c'est pas 100% un team usine de la même manière que HRC ou que Kawa. Hmm. Kawa, je pense que tu n'as que l'argent de Kawasaki et de Monster, tu vois, qui sert vraiment au team. Et après, les autres sponsors, bah, ça dépend de ce qu'ils veulent vraiment utiliser, je pense. Ouais, et puis j'ai vu passer une photo aussi là de l'usine un peu Ducati. Je sais pas si tu l'as vu là avec toutes les Ducati rangées les unes à côté des autres. Mais il y en a quoi peut-être une cinquantaine de motos. Ah C'est ouais. énorme, frère. T'as la grosse usine là, bah, et comme il y a, tu vois, avec les rangements pour faire la mécanique et tout. Et là, t'as toutes les Ducati qui sont les unes à côté des autres et cadenassées d'ailleurs, un gros câble qui passe dans les roues arrière et tu les vois toutes comme ça. C'est vrai que tu te dis, ils avaient mis un post, je crois que c'est peut-être Daily Motocross qui disait, ouais, si jamais la Ducati elle est en rupture de stock, que vous la trouvez pas, cherchez pas, elle est dans l'usine. Parce que tu as vraiment tout un paquet de motos. Mais non, ouais, bah écoute, j'espère que justement ça va être cadré là-bas, qui se régale et que du coup, même physiquement aussi, parce qu'il y avait pas mal de pépins physiques, que là, effectivement, que tout sera aligné et que ça va faire des belles courses pour lui. Ouais. Même si après, du coup, avec le cas de Yamaha, on a vu que bah, Star Racing a proposé une meilleure moto à ses pilotes, a priori, en fait, de ce que les pilotes en disaient, hein, que Yamaha quand c'était un team usine, à nouveau avec Chadri et Barcia. Quoi. Parce que c'est vrai que tout le monde se plaignait un petit peu de la moto avant que Star Racing reprenne le flambeau. Et dès que Star Racing a repris le flambeau, ils ont gagné le motocross avec Dylan, puis ensuite le supercross et le motocross avec Tomac. Et encore cette année, ils ont gagné le SX avec Webb. Hmm. Donc bon, parfois, un soutien usine, ça suffit pour faire une meilleure moto qu'une moto 100% usine. Après, c'est vraiment l'équipe, les gens, en fait, les forces humaines qui sont derrière, les cerveaux qui réfléchissent et qui travaillent, qui font que la moto va être vraiment performante ou pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, en tout cas, voilà. Beaucoup d'espoir pour Dylan Ferrandis. Donc, c'était l'épisode 57 du Brap Show. Peut-être que notre épisode prévision de la saison 2026 sortira avant l'année prochaine, ou peut-être qu'on la sortira le 1er janvier pour vous aider à vous remettre de la gueule de bois du 31 décembre. Un petit épisode de Brap Show, ça peut faire glisser, on va voir. On va voir quand est-ce qu'on a le temps de tourner ça. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis toute cette année. Nous, c'est vrai qu'on a fait quand même de belles performances sur YouTube par rapport à l'année d'avant. C'était une belle croissance. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Laissez des commentaires, laissez des petits likes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui se sont abonnés, évidemment, on vous remercie. Et si on ne vous revoit pas, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine. Salut!